Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique chez Osiam. La confiance des consommateurs, on a eu le chiffre hier aux États-Unis, elle a encore baissé, elle a encore fondu en dessous de ce qui était prévu. C'est de mauvaise augure ou pas pour la croissance américaine, en tout cas à court terme? Et l'autre question, c'est est-ce que Trump est en train de plomber ou pas à court terme l'économie américaine qui était comme florissante fin 2024? Oui, alors on sait que la confiance des consommateurs américains est très dépendante de l'inflation. Il y a une raison objective à ça, c'est que les salaires ne répercutent pas la totalité des hausses de prix aux États-Unis. Donc plus il y a d'inflation, moins il y a de pouvoir d'achat. Et donc on a une baisse de la confiance. Si vous ne regardez pas l'indicateur instantané de confiance, mais l'indicateur de la confiance des consommateurs dans 6 mois, c'est encore pire, quoi. On est dans un niveau extrêmement bas. Il y a un trou d'air aux États-Unis, là. Mais alors, il y a d'autres indicateurs qui racontent une autre histoire. Par exemple, c'est les PMI ou les ISM, vous voyez, qui représentent le futur de la production industrielle ou de services, sont toujours dans une zone de croissance relativement correcte. Donc il y a un débat. Il faut faire attention à l'indicateur de confiance des consommateurs. Il est plus intuitif, quoi. Je veux dire, il dépend du climat et il est moins objectif que, par exemple, que les ISM. Donc on se dit quoi? Est-ce qu'on a une économie américaine qui est en perte de vitesse ou pas? Alors, ça va beaucoup dépendre des politiques tarifaires de Trump. Si Trump ne monte pas plus les droits de douane que ce qu'il a annoncé aujourd'hui... Qu'est-ce qui a été annoncé de manière ferme? C'est annoncé ces droits de douane sur l'acier et l'aluminium de toute provenance, 10% sur la Chine et rien d'autre pour l'instant. Alors il y a des menaces, il y a des négociations, mais pour l'instant il n'y a rien d'autre. Si on en reste là, il n'y aura pas beaucoup d'inflation supplémentaire aux États-Unis et on verra la confiance des consommateurs remonter. Alors, le scénario opposé, c'est que Trump met en place effectivement ces droits de douane symétriques, c'est-à-dire il applique des droits de douane américains identiques aux droits de douane qui sont appliqués sur les pays. À partir du 2 avril, potentiellement. Oui. Est-ce qu'on peut le comprendre, de se dire finalement, il dit, moi si on me taxe mes produits américains à telle hauteur, dans l'autre sens, je vais faire pareil, je vais m'aligner. Ça peut s'entendre ou pas? Alors, ça peut peut-être s'entendre sur les échanges avec les pays développés. Ça ne peut pas s'entendre sur les échanges avec les pays émergents. C'est-à-dire que quand Trump menace de taxer beaucoup les produits indiens, par exemple, l'Inde, c'est un pays très pauvre, donc il est assez légitime qu'ils protègent leurs industries naissantes, etc. Donc ça dépend des cibles. Mais de toute façon, s'il y a un droit de douane par exemple de 25% sur l'ensemble des importations des États-Unis et que les autres pays font par représailles un droit de douane équivalent de 25%, on va avoir une décroissance du commerce mondial et là on va avoir probablement une inflation américaine qui monterait presque à 5% et une quasi-récession aux États-Unis. Et ce scénario n'est pas le plus probable, hein. Et pour l'instant, à nouveau... quand on interroge les entreprises américaines, elles n'envisagent pas pour l'instant une récession. Vous pensez que Trump sera finalement... Le 2 avril, c'est dans une semaine, hein? Il sera moins radical que prévu. Parce que c'est le pari que fait Wall Street depuis maintenant 48 heures, à savoir que les droits de douane pourraient être plus ciblés, moins sévères, en excluant certains secteurs. Vous y croyez, ça? Oui, alors je crois... que son administration est beaucoup plus idéologue. Non, alors je regarde beaucoup les écrits de Stephen Miran. Stephen Miran, c'est le président des conseillers économiques de la Maison-Blanche. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a écrit des tonnes d'articles d'économie quand il était dans un fonds d'investissement. Et la base de son raisonnement, c'est qu'il faut menacer de droits de douane les pays autres que les États-Unis, mais l'objectif final, ce n'est pas de mettre des droits de douane, c'est d'obtenir des ventes de dollars, et en particulier de dette publique des États-Unis par ces pays. Pour faire baisser l'analyse de Miran, c'est que le problème des États-Unis, c'est la désindustrialisation, que la désindustrialisation des États-Unis, c'est parce que le dollar est trop fort, et que le dollar est trop fort parce que c'est la monnaie de réserve dominante et que tout le monde investit en dollars. Il a raison ou pas? Alors, il a raison si on a une vision restrictive de l'industrie. C'est vrai que l'industrie américaine, c'est 10% du PIB, c'est comme l'industrie française, donc c'est assez petit. Mais le rôle dominant du dollar a permis aux États-Unis d'avoir un déficit extérieur continuel,
d'accumuler une dette extérieure gigantesque, qui est maintenant en termes nets 80% du PIB. Ça servait à financer quoi? Et de financer la montée en gamme, de financer la tech, de financer... Et donc, si vous dites que l'industrie, c'est pas l'industrie manufacturière, c'est l'industrie manufacturière plus services technologiques, services de l'information, eh ben cet ensemble de secteurs a cru aux États-Unis. Donc les États-Unis se sont servis du rôle du dollar pour attirer des capitaux et financer la montée en gamme et la croissance de leur secteur technologique. Ils investissent pratiquement 5 points du PIB chaque année dans les nouvelles technologies, alors que l'Europe investit un peu plus de 2% du Patrick, PIB. donc ces droits de douane, c'est une menace pour faire baisser... C'est une menace pour obtenir des ventes de dollars. Et qui va vendre des dollars? Ah, bah alors les banques centrales. Et donc le plan de Miran, c'est on menace de droits de douane énormes les pays ils échappent aux droits de douane à condition de vendre une partie de leurs actifs en dollars. Il dit d'ailleurs que l'autre partie de leurs actifs en dollars, le Trésor des États-Unis va l'échanger contre de la dette à 100 ans. Donc de la dette très longue. Et là, effectivement, vous réduiriez... Ça ne marchera jamais. Je ne vois pas la BCE, le flingue sur la tempe, vendre des non, mais dollars. oui, alors peut-être pas l'Europe, mais les pays du Moyen-Orient... Donc c'est ça la stratégie de Trump? La stratégie de Trump, c'est de réindustrialiser milieu bas de gamme les États-Unis, parce que ses électeurs... ont perdu leur emploi industriel pour beaucoup et travaillent dans les restaurants comme infirmiers, etc. Et donc il faut... Oui, mais à nouveau, on ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas attirer des capitaux avec le rôle de monnaie dominante du dollar et vous servir de ces capitaux pour monter en gamme et développer une industrie technologique et avoir une monnaie faible qui n'attire plus de capitaux et réindustrialiser dans le milieu bas de gamme des États-Unis. Et puis d'ailleurs, est-ce que l'avenir des États-Unis, est-ce que leurs avantages comparatifs, c'est de se développer en milieu bas de gamme ? Probablement pas. L'avenir des États-Unis, c'est d'être une grande puissance technologique, d'exporter des services... Quel lièvre Trump va poursuivre alors? Je crains qu'il écoute Stephen Miran, qui est quand même le président du Council of Economic Advisors. Donc je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de droits de douane. C'est vrai. Mais qu'il y aura... Alors, de nouveau, c'est une opinion toute personnelle et c'est très imprévisible, mais je pense que beaucoup d'industriels américains sont allés voir la Maison-Blanche en disant que des droits de douane, ça serait catastrophique parce que ça monterait leur coût de production, leur coût d'importation. Donc, il peut utiliser ça comme menace, mais que l'objectif ultime, c'est le dollar faible. Mais si la BCE ne vend pas des dollars, si la Banque d'Angleterre non plus, qui va vendre des... Il y a encore plein de dollars en Chine, il y a encore plein de... il y a 700 milliards. Il y a une rivalité avec la Chine, je ne vois pas qu'il y ait un accord sur... Oui, et ça peut être autoréalisateur. Et alors, il y a aussi une question ouverte, c'est la succession de Jérôme Powell. Si le successeur de Jérôme Powell adhère à la thèse qu'il faut... baisser les taux d'intérêt pour faire baisser le dollar, vous allez réduire l'attractivité de la dette publique des États-Unis. C'est mai 2026, à la fin du mandat de Jérôme Powell. Et donc, moi, je suis plus inquiet sur le dollar et sur une perte de la demande internationale de dollars, une perte de la qualité de la dette publique américaine, que des droits de douane. Je crois qu'il ne mettra pas en œuvre l'essentiel de ces propositions. Après ces menaces, parfois, ça donne le sentiment de faire effet. J'ai vu que certains de ses partenaires, des partenaires commerciaux des États-Unis, je pense au Royaume-Uni, qui se sont engagés... Voilà, c'est le Royaume-Uni qui c'est dit prêt, en tout cas c'est pas fait non plus, à renoncer à la taxe GAFA pour éviter les tarifs douaniers de Trump. Donc on voit des pays qui négocient jusqu'à la dernière minute pour échapper aux tarifs punitifs. Oui, c'est une bonne stratégie, ça ou pas? Les Mexicains ont proposé de mettre des droits de douane sur les importations du Mexique depuis la Chine pour éviter les droits. Je pense que... Pour l'Europe, quelle est la bonne stratégie? Alors, pour l'Europe, c'est de rester en libre-échange avec les États-Unis. Je veux dire, parce que la guerre commerciale... Si nous taxe de 25% en droit de... si nous taxe de 25%... Il faut faire quoi, l'Europe là? Mais ça serait dramatique, parce que si il y a une tentation, effectivement, d'avoir des représailles identiques, donc de taxer les produits américains de 25%... on l'a dit... Et donc là, vous ne maîtrisez plus ce qui se passe. Trump, il dit 200% sur les vins et les champagnes français. Oui, mais vous ne maîtrisez plus ce qui se passe. Vous aurez un effondrement du commerce de biens mondial.
vous allez entraîner les Donc on ne réagit États-Unis pas. et l'Europe en L'Europe ne récession. réagit pas, elle se prend Il vaudrait 25% mieux de droits de douane. réagir autrement. Il vaudrait mieux réagir en durcissant la réglementation des GAFAM, en taxant vraiment les profits des GAFAM qui sont faits en Europe et rapatriés aux États-Unis. Il faudrait mieux avoir une réponse un peu différente parce que la guerre des droits de douane, à nouveau, ça emmène tout le monde dans une récession. Ça s'est observé. On a le sentiment quand même que cette saga sur les droits de douane, qui semble interminable alors que ça fait que 2 mois qu'elle a repris, on se dit peut-être que cette saga pourrait durer pendant tout le mandat de Trump. Oui, mais c'est utilisé à nouveau comme argument de négociation. C'est pas utilisé comme menace devant vraiment mettre en place. Évidemment, quand on menace et qu'on ne met pas en œuvre, on est oui, mais en menaçant de droits de douane, vous pouvez obtenir un changement de la politique de demande de dollars, vous pouvez obtenir un changement des règles fiscales pour les grandes entreprises américaines, des ouvertures de marché, etc. Donc c'est plutôt un argument de négociation. Et à nouveau, ce qui est le plus inquiétant dans la politique de Trump, c'est qu'il va casser le modèle qui avait fait la croissance des États-Unis. Ce modèle, c'était un modèle où les États-Unis se financent en s'endettant auprès du reste du monde et cela finance des investissements dans la haute technologie. Et c'est un modèle où les universités et les centres de recherche américains sont dans la pointe des recherches de rupture. L'attaque sur tous les centres de recherche, l'attaque sur la National Science Foundation, sur les universités, la concentration des efforts sur la réindustrialisation milieu bas de gamme, ça va tuer le modèle américain. Ce qui fait la croissance des États-Unis... Oui, ça créera peut-être des jobs aussi pour... C'est la tech, c'est l'attrait des universitaires américains, des universités américains, c'est les fonds... Oui, mais ça exclut aussi beaucoup d'Américains qui ont perdu leur travail dans l'industrie, qui se retrouvent à faire des petits boulots. Oui, c'est vrai, mais ça a été le modèle depuis 25 ans des États-Unis. Et à nouveau, d'abord, les États-Unis sont presque au plein emploi, donc, et puis, deuxièmement, dans l'industrie traditionnelle, c'est très compliqué de changer ces chaînes de valeur. Est-ce que vous croyez que l'industrie va se relocaliser massivement aux États-Unis ? A priori, il y a très... On a vu quand même pas mal d'annonces. CMA CGM, 20 milliards, je le disais hier. Hyundai, 20 milliards de dollars investis sur le sol américain. Oui, mais bon, je ne crois pas que ça soit massif. Et puis, c'est des entreprises étrangères. Le consommateur américain, justement, est très, très peu confiant parce qu'il envisage que les droits de douane aboutissent surtout à une hausse du prix des produits importés, qu'on continue à importer aux États-Unis autant, et que finalement la facture soit payée par les entreprises et par le consommateur. On a 5% d'inflation dans quelques mois aux États-Unis s'il y a un droit de douane de 25% sur tous les produits importés par les États-Unis. Ouais. C'est possible. Hein. Non, c'est pas mon scénario. C'est un scénario extrême. Bon. Dans l'actualité, il y a ce CAC 40, il faut qu'on parle de l'indice boursier parisien qui gagne un peu moins de 10% depuis le début de l'année, juste en dessous des 8100 points. Voir le CAC 40 surperformer, les bourses européennes surperformer Wall Street, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Alors je crois qu'il y a c'est durable. Il y a une surréaction à la fois des bourses aux États-Unis et en Europe et des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, vous avez une forte baisse des taux d'intérêt à long terme qui s'est arrêtée, il y a un début de correction depuis 15 jours, et vous avez eu une forte baisse du Nasdaq, du S&P, etc. La baisse de Wall Street est excessive. Et je pense que Wall Street réagissait aux rumeurs, en particulier aux enquêtes sur la confiance des consommateurs que vous mentionniez, donc à la probabilité qu'il y ait une récession aux États-Unis. Et alors on commence à avoir une correction parce qu'à nouveau, il n'y a pas de chiffres autres que les anticipations des ménages qui sous-tendent l'idée de récession. Et puis en Europe, il y a une hausse très forte tirée par les bancaires et tirée par les valeurs de la défense et les sous-traitants de la défense. Et puis, il y a eu une hausse très forte des taux d'intérêt à long terme. Hein. On est à 2,80 sur le taux d'intérêt à 10 ans de l'Allemagne. En lien avec l'idée qu'on va avoir une forte expansion budgétaire. Ouais. Alors, aussi, ceci est très exagéré. L'Allemagne, effectivement, a changé ses règles budgétaires. Hein. Ils ont annulé, ils ont assoupli le frein à la dette, le fameux Schuldenbremse. Simplement, si vous regardez le déficit total de l'Allemagne,
il va continuer à se réduire. C'est-à-dire la limite maximum, y compris compte tenu des nouvelles règles budgétaires, c'est inférieur d'à peu près 1,5 point de PIB au déficit observé en 2024. Donc même avec ces nouvelles règles budgétaires, l'Allemagne va réduire... C'est 1000 milliards de plans d'investissement. Alors ils sont hors budget, c'est 500 milliards, c'est étalé sur 10 ans, et c'est plutôt de... C'est pas de l'argent public, hein, c'est hors budget. La France va devoir continuer à réduire son déficit public. Elle va faire un peu plus de dépenses publiques, mais elle va faire moins d'autres dépenses, hein. Et puis l'Espagne et l'Italie ont annoncé très timidement des programmes à l'horizon 2029 pour porter à 2% leurs dépenses publiques. Et en Espagne et en Italie, il y a un grand doute sur la réalité de ces programmes. Donc en réalité, il va pas... Conséquences sur les indices boursiers européens, américains. Alors, le secteur de la défense, c'est vrai, mais à nouveau, quand vous voyez les hausses de certaines valeurs, bon, Rheinmetall, je crois, c'est plus de 125%. Enfin bon, les hausses des valeurs de la défense sont peut-être exagérées, parce qu'à nouveau, il n'y a pas... quand vous regardez tous les pays européens, les pays de la Pologne, les pays des Balkans ont déjà, les pays baltes ont déjà des dépenses publiques, des dépenses militaires très élevées. L'Allemagne va augmenter d'un point de PIB et la France d'un demi-point de PIB. Et au total, ça fait 0,3-0,4 du PIB. Donc je pense que cette réaction à la hausse des indices boursiers européens est une surréaction et que la réaction à la hausse des taux d'intérêt à long terme européens est aussi une surréaction. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas d'explosion du déficit public et il y aura une hausse, mais relativement modeste, calculée sur l'ensemble de l'Europe et pas simplement sur l'Allemagne, des dépenses. Donc vous êtes plutôt acheteur de Wall Street et vendeur il y a 3 mois, j'étais dans l'autre sens, hein, j'étais vendeur du marché américain parce qu'on avait des sommets et maintenant j'ai changé. Et d'ailleurs, si vous regardez les positions longues ou courtes des investisseurs, entre janvier et mars, les investisseurs sont passés long des actions américaines à court des actions américaines et court des actions européennes à long des actions européennes. Donc il y a eu un revirement extrêmement brutal des investisseurs. Je crois qui a amené une correction peut-être exagérée, à nouveau par rapport au fait que pour l'instant, il n'y a pas de signe de récession aux États-Unis et que pour l'instant, il n'y a pas de signe d'explosion du déficit. Donc vous voyez plutôt Wall Street remonter à court terme. D'ailleurs, ça a commencé. Hein, régulièrement, on est maintenant sur une pente ascendante et je vois les bourses européennes à peu près stagner, ne plus gagner. Donc, bourse européenne stagner et bourse américaine repartir. Les bourses américaines remonter et puis je vois les taux d'intérêt à long terme américains remonter, ce qu'ils ont commencé à faire, et les taux d'intérêt à long terme européens redescendre, tirés par la faible croissance, tirés par la BCE. Justement, la BCE, qu'est-ce qu'elle fait? C'est François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui disait que le taux de dépôt de la BCE pourrait tomber à 2% d'ici la fin de l'été. Bon, la fin de l'été, vous me direz, c'est septembre. On est quoi? On est à 2,5 sur le taux directeur de la BCE? On est à 2,5. Alors, la BCE continue à dire que l'inflation sous-jacente de la zone euro sera à 2% à la fin de l'année. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous connais. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, ça ne sera pas énormément au-dessus de 2%, mais ça sera plutôt 2,5, quoi. Bon, mais la BCE a un problème, parce qu'il y a un problème qui s'appelle rapport Draghi plus besoin de dépenses militaires. Donc, est-ce que la BCE, quand même, ne va pas accompagner la hausse des dépenses de transition énergétique, d'innovation, de rupture, etc. Dans le rapport Draghi, on chiffre ce besoin de dépenses publiques, hein, la partie publique supplémentaire à 2,5 points du PIB, hein, et puis elle ne va pas accompagner aussi l'effort de réarmement. Il faudrait probablement qu'on puisse avoir une hausse totale des dépenses publiques de 3 points et demi du PIB pour financer les suggestions de Mario Draghi et la hausse des dépenses. Pour ça, il faut des taux d'intérêt. Il faut des taux d'intérêt bas. Et est-ce que la BCE peut continuer à faire du quantitative tightening qui replace de la dette publique dans les mains d'investisseurs privés? Et réduit son bilan. Et elle a réduit son bilan de 2000 milliards d'euros depuis le... Et moi, je pense... fait la Fed aussi, d'ailleurs. Pardon ? La Fed aussi. La Fed ne réduit pas son bilan. La Fed, la Fed a arrêté officiellement vente et trégé. Quand vous regardez le total du bilan de la Réserve fédérale, il est à peu près plat.
Il n'y a pas de réduction du bilan de la Réserve fédérale. Alors que la BCE a réduit. Alors que la BCE a beaucoup réduit la taille de son bilan. Et si on dit que la BCE doit accompagner par la politique monétaire, donc doit, même si l'inflation est à 2,5 à la fin de l'année, ne pas regarder ça et accompagner les mesures de politique de l'offre, de toute façon, qui sont désinflationnistes à moyen terme de rapport Draghi et l'effort de réarmement, eh ben, il faut que la BCE, effectivement, baisse à 2% son taux de... 2% ou moins 2 ou 1,75, ça ne change pas grand-chose. 2, quoi. Bon. Et honnêtement, d'abord, le taux neutre dont on discute, ça n'existe pas. Hein, ça n'a aucune existence. Dans une économie ouverte avec des libres mouvements de capitaux... Le taux neutre, c'est le taux qui ni accélère ni ne freine l'économie. Oui, mais c'est le taux qui équilibre l'épargne d'investissement. Donc l'épargne d'investissement sont équilibrés par les flux de capitaux en Europe. Ils ne sont pas équilibrés par des mouvements des taux d'intérêt à long terme. Mais 2%, si vous regardez la croissance nominale potentielle, c'est à peu près 3. Hein, c'est 2 d'inflation et 1 de croissance. Donc 2%, c'est déjà une politique monétaire expansionniste. Hein. Et puis, mais il faudrait aussi que la BCE, au minimum, arrête le quantitative tightening. La Réserve fédérale l'a beaucoup réduit. Et peut-être réouvre du quantitative easing pour prendre sa part de l'effort d'investissement. On n'est pas encore là. Hein. Ah oui, mais je prends les paris que ça viendra. Parce que la BCE, quand vous demandez de l'effort aux contribuables, aux entreprises, aux États, la BCE devra participer à une partie du financement de ses besoins d'investissement tout à fait considérables. Avant de se quitter, Patrick, sur la Fed, elle fait quoi? Les marchés price, toujours comme d'ailleurs les prévisions anonymisées des membres de la Fed, 2 baisses de taux directeurs cette année aux États-Unis. Écoutez, moi, je pense que l'inflation sous-jacente est à 3,1, donc elle est nettement au-dessus de 2. La croissance potentielle, même s'il n'y a que 1,5 de croissance en volume cette année, c'est 3,5. C'est difficile à dire. Moi, ça me paraît beaucoup de baisse de taux. Moi, je dis plutôt qu'ils vont à 4 et qu'ils s'arrêtent à 4, et puis qu'ils attendent le successeur de Powell, et que le successeur de Powell va à 2. Ah oui, d'accord, c'est ça bouge mais pas. Non, mais il y a vraiment un risque sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Si le successeur de Powell, c'est un partisan des thèses de Miran et quelqu'un qui écoute Trump et qui veut un dollar faible, il va baisser les taux d'intérêt, quelle que soit l'inflation. Et donc, il faut se méfier de la politique monétaire des États-Unis à partir de juin 2026. On n'en sait rien. Et on peut avoir un choc expansionniste de politique monétaire aux États-Unis qui affaiblirait le dollar parce que, évidemment, le dollar perdrait une partie de sa crédibilité. Quoi. Il va où la parité euro-dollar? Elle va où avec des taux d'intérêt directeurs à 2 en 2026? Il y avait des grosses baisses de taux aux États-Unis. Alors, s'il y a des baisses de taux associées avec des déclarations disant on va essayer de forcer la main des investisseurs internationaux pour qu'ils vendent des dollars, etc., tout est possible. On peut aller à 1,50, quoi, je veux dire. C'est le plus haut historique, on a connu du 1,40. Ah non, je crois que à la création de l'euro, l'euro... Non, création de l'euro, on est descendu à 0,82. Oui, mais après, après la création de l'euro, dans la phase d'ascension de l'euro jusqu'en 2007-2008... Oui, j'aurais dit 1,30, 1,40. Oui, on vérifie. Je me rappelle plus. Mais à nouveau, le dollar, c'est 57% des réserves du change du monde. Alors c'était un peu plus 60%. C'est le fait que les Chinois sont vendeurs de dollars et que les Japonais sont vendeurs de dollars a fait baisser un peu le poids du dollar. Mais si vous faites un choc qui fait vraiment baisser la demande de dollars, et que, par exemple, le poids du dollar dans les réserves de change baisse de 57% à 40%, vous allez faire effondrer le dollar. C'est une catastrophe pour nous, pour l'Europe. Et alors, surtout, on ne saurait plus quel est le système monétaire international. On a un système monétaire international qui est très clair, c'est le dollar monnaie dominante. Il est d'ailleurs beaucoup plus dominant sur les émissions d'obligations internationales ou sur les transactions du marché des changes que simplement dans les réserves de change. Si l'administration Trump ne veut plus de ce rôle dominant du dollar, par quoi remplace-t-on le dollar? Alors, est-ce que c'est la remontée de l'euro, du renminbi? Est-ce que c'est le retour de l'or? Ça serait comme une catastrophe pour nous, Européens. Ça serait une catastrophe mondiale. Ça serait une catastrophe complètement pour l'industrie européenne, mais c'est surtout qu'on ne saurait plus
comment marche le système monétaire international. On n'en est pas là encore. Non, mais à nouveau, lisez les œuvres complètes de Stephen Miran, ça fait très peur. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Patrick Artus, conseiller économique chez Osiam, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.